Kinshasa, Brazzaville, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à cette émission Face aux politiques. Face aux politiques, aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir les coordonnateurs de la société civile du Congo, la personne de M. Christopher Moïse. Alors avec lui, nous allons parler de quelques sujets d'actualité qui marquent la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, notamment la plainte déposée contre Caleb, dont lui qui est d'ailleurs l'un des initiateurs de la plainte, et aussi la forme sur la loi électorale et déblocage au sein de l'Union sacrée sur la sortie du gouvernement Sama Lukonde. Monsieur Christopher Ngoyi, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes l'un des initiateurs de la plainte déposée contre Caleb Mutombo, l'ancien patron de la NER. Comment évoluent les dossiers? Parce que jusque-là, M. Caleb ne se présente toujours pas. Avez-vous d'autres démarches à mener aussi longtemps que Caleb ne va pas toujours se présenter? Oui, je crois que le dossier évolue normalement. Il y a eu dépôt de la plainte depuis le 14 janvier 2021. Et dès cet instant, il y a eu une pluie de plaintes dans d'autres juridictions. Et ce n'est pas un règlement des comptes? Ce n'est pas du tout un règlement des comptes. Nous avons estimé que le moment était propice, étant donné qu'il y a eu de changements dans l'appareil judiciaire, des grands changements qui ont été opérés par le président de la République. Il y a eu de nouvelles dispositions, même dans l'appareil sécuritaire, et il était temps, parce que, écoutez, nous vivons avec les séquelles consécutives aux actes et primades posés par M. Mutombo Caleb. Et nous ne sommes pas seuls, il y a plusieurs personnes, d'autres qui ne sont même pas encore... Si longtemps vous ne trouvez pas gain de cause de votre plainte, quelle sera encore votre démarche à faire? Nous ne pensons pas ne pas trouver gain. Nous ne pensons pas ne pas trouver gain à notre cause parce que les faits sont réels et sont établis. Toutes les personnes qui ont déposé contre M. Caleb ont été incarcérées à la mer dans des conditions tout à fait mais c'était pas hors service. Des violations. Des violations. Oui, vous pouvez être en service. Qu'est-ce qu'on appelle droit de l'homme? Ce sont les actes et les violations des droits de l'homme. Ce sont les actes posés par les responsables publics ou les agents publics, mais qui sortent de la procédure normale, qui sortent de leur mission. Et lorsque je vous dis presque toutes ces personnes-là n'ont pas eu le privilège d'être invités, comme la justice invite M. Caleb à venir se présenter. On l'a invité à 2 reprises, il n'a pas daigné se présenter. Mais nous, on nous a enlevé. C'est-à-dire, vous êtes en famille, on tombe sur vous. Vous êtes avec des amis, paf, on tombe sur vous, on vous contraint à aller, ou bien on vous ramasse sur la route, allez, vous êtes parti. Vous vous retrouvez à la NER. Et ça, les gens qui posent pareil acte ne respectent pas d'abord le service pour lequel ils sont engagés. Les gens qui posent de pareils actes violent les droits humains. Et c'est de là que part tout ça. Toutes les personnes qui sont, rien que du point de vue de la manière dont tous ces gens ont été interpellés, vous verrez qu'il y a eu d'entrée de jeu de violation. Alors que on pouvait nous inviter. Nous ne sommes pas lâches comme M. Caleb. Chaque fois qu'on nous a invités, même pour autre chose, même pour des faits qu'on ignorait, on nous disait, venez, vous allez la prendre tout de suite. Nous nous déplacions, nous arrivions. Pourquoi lui va fuir? Pour des faits qu'il connaît, c'est-à-dire, il connaît ses torts. La culpabilité de sa part. La culpabilité, oui, il en est conscient. Alors, la procédure, elle a évolué, sauf qu'il y a des manœuvres dilatoires de la part de M. Caleb, sa famille et ses conseils. Ils ont initié une citation directe contre nous, mais curieusement, cette citation directe, au lieu de faire avancer, évoluer le dossier le plus rapidement possible, parce que le peuple attend.
mais elle nous renvoie au 23 juin pour pouvoir comparaître. Et subtilement, ces avocats reviennent à la charge pour demander qu'il soit retiré le mandat ou l'avis de recherche contre M. Kalev parce qu'ils ont introduit une citation directe à notre rencontre. Et ça, c'est une astuce qui transparaît directement. On comprend qu'ils veulent tout simplement permettre à M. Kalev de sortir de la cavale et puis de trouver comment s'échapper. Peut-être qu'il peut rejoindre le Zimbabwe. Et c'est Christophe Ngoyi quand même, Kalev, c'est quand même une bibliothèque dans la matière des services de sécurité. Dans le mal, oui. Alors, il n'y a pas d'autres mesures, d'autres démarches pour remédier à cette situation. Il ne peut pas être pris comme ça, Manu Militari. C'est quand même une personne à consulter par rapport à ces services. Moi, qui vous parle ici, je suis une bibliothèque. Je suis impliqué dans tous les changements qui ont eu lieu dans ce pays. En tant qu'acteur. En tant qu'acteur. Jeune, déjà, j'étais déjà à l'université, j'étais dans les mouvements étudiants. Okay. Jeune, déjà, j'étais dans les affaires. J'étais à la conférence en sciences souveraines comme membre de l'ANESA, FEC, aujourd'hui. J'ai côtoyé les Jean Obemba, qui était président. Et j'ai été à tous les rendez-vous. Toutes les actions, tous les faits politiques qui ont eu lieu dans ce pays, moi j'ai été présent. Et j'ai participé. Sauf Sun City, là j'avais refusé. Alors, me parler d'une bibliothèque. Kalev bibliothèque. Oui, c'est pourquoi nous voulons qu'il vienne nous dire comment Chebeye a été tué. Nous voulons que cette bibliothèque, oui, on a suivi la fuite de M. John Numbi. Ils sont impliqués dans... Mais écoutez, c'est l'appareil sécuritaire. Monsieur John Numbi ne pouvait pas opérer sans que l'ANER soit mise en contribution. Oui, l'ANER, Kalev lui-même s'est targué. Il me disait que nous sommes partout. Nous sommes partout. Ça, c'est quoi on peut dire. Alors, c'est pour dire que M. Kalev, qui prétend qu'il détiendrait des informations de très haute valeur, c'est quoi? Est-ce qu'il nous a apporté la bombe atomique dans ce pays, qui nous aurait constitué en tant que puissance militaire, puissance dissuasive? Rien du tout. Il détient des informations sur la manière dont les gens ont été tués, et ainsi de suite. Mais M. Kalev dit que si le fait pour lui de se présenter devant la justice, donc il ne peut pas traîner l'État dans la rue. Donc pour lui, la justice, c'est la rue. Nous sommes des badauds. Et il minimise quand même la justice. Ça, c'est une insulte. Il se croit au-dessus de la loi. Il croit que la justice est entre ses mains, comme il me disait. Et il continue à croire ainsi. Il croit qu'il peut manipuler la justice avec tout ce qu'il entreprend comme action, comme stratégie, comme déclaration. Non, il doit revenir sur terre. Il doit revenir sur terre. C'est un Congolais, c'est un citoyen congolais comme tout le monde. Lorsqu'il dit qu'il n'a de compte à rendre que devant le président de la République, le président de la République n'est pas son homologue. Il n'est pas son homologue. C'est un citoyen comme tout le monde. S'il y a des dossiers ou des préoccupations d'ordre stratégique, mais les hauts magistrats, là, ils savent faire la part des choses. Ils peuvent dire, bon, ça, on traite à huis clos. Ça, ce n'est pas à traiter. Ça, on met de côté. Oui, nous sommes des compatriotes. Nous allons comprendre. Cette matière-là, on n'y touche pas. Mais s'il veut se servir de ça pour se soustraire de la justice, alors là, nous disons qu'il arrête. Et nous allons nous battre. Même s'il fuit, va à l'étranger, nous allons le suivre jusqu'à là, obtenir son extradition. Il doit revenir ici. Parlant politique, le président de l'Assemblée nationale, lors de l'ouverture de la session de mars, a souligné que ces sessions
sera focalisé sur la réforme de la loi électorale et la composition des animateurs de la CENI. Et d'autres parlent du recensement. Est-ce qu'il faut commencer par le recensement ou il faut commencer par les réformes? C'est une question très délicate. Mais j'aimerais, avant de répondre, souligner que le Congo est à un tournant décisif de son histoire. Peut-être on ne s'en rend pas compte. On a connu une descente aux enfers pendant de longues décennies. Et nous avons atteint, jusqu'à atteindre le point où, au-delà, c'était la disparition, l'inexistence. Nous allons apprendre du Congo comme il y a eu, on apprend dans l'histoire, il y a eu des empires et tout ça. Après, ils ont connu l'apogée, puis la décadence. On n'en parlait plus. Et puis le Congo était en décadence. Ce n'est pas que ce territoire allait disparaître, ce n'est pas que les populations allaient disparaître, non. Il devrait s'opérer une nouvelle configuration géopolitique. Et c'est cela qu'on a appelé le démembrement, qui continue à nous guetter jusqu'aujourd'hui. La balkanisation, qui nous guette encore jusqu'aujourd'hui. Et dont il faut sortir. Nos minéraux ne profitent pas au peuple congolais. Il y a plein de dossiers qui nécessitent qu'il y ait des institutions responsables. Avec le contenu, c'est-à-dire les représentants ou les animateurs de ces institutions qui veillent réellement aux intérêts du peuple congolais, de la nation. Et pour ce faire, il faudrait que le peuple souverain primaire joue réellement son rôle sur toute l'étendue du territoire national. Chaque Congolais qui est souverain primaire soit connu en tant que tel. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne va pas se contenter des cartes d'électeurs comme carte d'identité. Qui est Congolais? Tous les Rwandais qui ont les cartes d'électeurs congolaises de la RDC sont des Congolais. On a la prétention d'être Congolais. Est-ce que devrions-nous continuer avec cet état de choses? J'ai dit tout de suite non. Il faut en sortir. Pour en sortir, il faut le recensement. C'est un recensement qui va être accompagné par des témoignages. Parce qu'il y a des gens douteux qui vont se présenter là et dire non, je suis Congolais parce que j'ai la carte d'électeur. Mais il faut prouver. C'est un travail harassant. Et ce travail-là va impliquer la population. La population doit être mobilisée pour arriver à déterminer, nous Congolais, à combien sommes-nous et comment sommes-nous répartis sur le territoire national. C'est alors qu'on procédera au reste. Ce travail est plus que jamais important. Mais maintenant, est-ce qu'on doit les guider, on doit les éviter pour continuer à faire ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui qui nous a amenés où? Je crois que non. Alors, maintenant, si on doit recenser, est-ce que c'est un challenge, un groupe contre un autre, ou bien c'est une affaire de tout le monde, un intérêt national? Je crois que c'est un intérêt national. Cela étant, il ne fallait pas procéder de la manière dont nous procédons. Dans un camp, des gens qui veulent qu'il y ait recensement. Dans un autre, des gens qui ne veulent pas qu'il y ait recensement. Mais nous devions maintenant mutualiser l'objectif. Mettre les idées ensemble. Mettre les idées ensemble. Mettre les idées ensemble, cela veut dire quoi? C'est voir qu'il y ait un gouvernement responsable. Parce que jusqu'à présent, le président n'a pas encore la maîtrise de tous les leviers. Il faut qu'il y ait un gouvernement responsable. Quelque part, nous sentons et dès qu'il y a ce gouvernement, c'est avec ce gouvernement, le ministère de l'Intérieur, qu'on va maintenant étudier pour faire le recensement. Il faudrait combien de temps? Combien de moyens? Tout est fonction des moyens. S'il y a des moyens importants, on peut aligner une logistique conséquente
qui peut nous amener à faire ces recensements-là dans un temps record. Même dans une année, c'est faisable. S'il y a vraiment des moyens. Si les moyens font défaut, c'est alors que nous tous, nous serons dans l'obligation de nous battre pour chercher les moyens auprès des partenaires. Et ça sera l'obligation. Ça sera avec l'implication de tout le monde. Il n'y a pas un camp qui est obligé de faire ça pour que la nation se remette sur les rails, et un autre camp qui est là, qui est en train d'observer et dit réussissez, si vous ne réussissez pas, moi je vais me moquer de vous, mais je vais me moquer de vous, ou je vais vous attaquer, mais de tout ce que l'on fait. Nous devons mettre la main dans la pâte. Et je ne vais pas apporter ma réponse à cette question en m'inscrivant dans un camp ou dans un groupe ou un autre. Donc voilà notre position. Moi je crois qu'il ne faudrait pas passer la charrue avant la bête. Oui, les réformes électorales sont nécessaires. Pourquoi? Parce que notre pays s'appelle République démocratique du Congo. Je crois que nous sommes le seul pays au monde actuellement, parce qu'avant il y avait l'Allemagne démocratique. Mais aujourd'hui, nous portons la dénomination, la démocratie dans notre dénomination. La démocratie devrait faire partie de notre identité. Et elle doit transpirer maintenant dans les actes que nous posons. Et s'étant illustré comme la meilleure ou le meilleur moyen de gestion, de gouvernance, au regard des richesses dont nous sommes nantis. Avec une bonne gouvernance, je sais que nous serons la première puissance du monde, en un temps record. Mais pour ce faire, il faudrait réformer notre loi. Elle est obsolète. Elle renferme des grandes contradictions, ou des grandes carences, ou des incohérences. Il faudrait le faire. Et pourquoi courir? Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont derrière. Organisez vite, parce que 2023, c'est pour bientôt. Organisez vite des élections, comme ça, nous allons entrer aussi à la chose. Qui vous garantit que, en le faisant, en organisant des élections, vous allez les gagner, puis vous allez vous donner des institutions? Est-ce que la vie de la nation se résume seulement en l'alternance que les autres quittent et puis vous les remplacez, et puis la nation peut maintenant retrouver sa prospérité? Moi je crois que non. Faisons des choses correctement, en toute lucidité. Christopher, l'Union sacrée, nous sentons déjà des blocages sur la sortie du gouvernement Samuel Koundé, alors que ce gouvernement est attendu impatiemment par la population congolaise. Est-ce que cette population-là vraiment vont bénéficier de quelque chose sur les animateurs qui vont animer ces gouvernements? Bon, je crains. Nous, société civile de la RDC, nous avons eu l'avantage de requérir les signatures de Congolais autour d'une vision, d'une projection de la nation. Et en résumé, le Congolais veut des changements réels. En résumé, le Congolais voudrait lui-même maîtriser la gestion des affaires ou de ses affaires ou de la nation. Il voudrait présider lui-même à sa destinée. Et c'est en cela que les réformes sont nécessaires. C'est en cela que les institutions doivent refléter ces profondes aspirations, y compris le gouvernement. Bien que le gouvernement étant l'émanation de la configuration de l'Assemblée nationale, laquelle configuration a changé suite à la pression populaire. C'est cette pression qui a fait voir, parce que la population a dit clairement qu'elle ne se retrouverait plus dans les députés qui étaient là. Parce que les députés étaient en train de travailler pour leur autorité morale et tout ça. Les autres parlent de poids politique, alors... On nous parle de poids politique. Quel poids politique? Le poids politique réside dans le peuple lui-même. Parce que c'est lui le premier politicien. En tant que souverain primaire, c'est lui qui sait là où il veut. En tant que souverain primaire, c'est lui qui a confié ses aspirations. C'est lui qui a signé un pacte social avec le président de la République à travers le vote au suffrage universel direct. C'est cela le poids politique. Et il est revient au président de la République de voir avec ses partenaires politiques qui sont des personnes intègres. Quelles sont des personnes qui peuvent respecter l'éthique, qui peuvent l'accompagner dans cette mission, parce qu'au final, c'est lui qui sera jugé.
Si à la sortie de ce gouvernement, les autres qui ne seront pas satisfaits et que le gouvernement n'est pas investi, à votre avis, est-ce que le président peut dissoudre l'Assemblée? Moi, je reviens vers vous. Il y a la donne peuple souverain. C'est lui le grand patron. Tous les autres sont ses représentants, c'est-à-dire ses travailleurs. C'est lui qui doit trancher. C'est lui qui doit trancher. Si il arrive que par confusion, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas lucides, on en arrive à un bras de fer entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, mais la Constitution prévoit ces cas. Les cas qui étaient complexes, c'est les cas qui n'étaient pas tellement explicitement évoqués dans notre Constitution, mais nous venons de les résoudre. En arrière, le président de studio, le bureau Mabunda, est-ce pas une stratégie montée par l'IDPS pour dissoudre l'Assemblée nationale? Non, le bureau Mabunda était dans... C'est-à-dire de se créer une majorité et puis faire sortir le gouvernement. Non, le bureau Mabunda a été instrumentalisé à outrance par M. Kabila et n'allait rien apporter, rassurez-vous, n'allait rien apporter. Hein? Et le bureau Mabunda, et à la base, même la désignation de Ronsa Malonda, c'était le bureau Mabunda. Et nous regrettons tout ce qui s'est passé parce qu'on a perdu beaucoup de temps pour ça. Alors qu'il fallait être seulement lucide. Bon, aujourd'hui, si le président arrive à dissoudre, nous sommes dans les cas classiques prévus par la Constitution. Les plus compliqués, c'est que nous venons de cette traversée ici que nous venons d'opérer en ce moment. Parce que nous étions dans une configuration atypique où l'Assemblée nationale est en contradiction directe avec le président de la République. Où l'Assemblée nationale contredit le président, alors que le président, lui, il est en même temps chef de l'exécutif, parce que c'est lui qui dirige, qui préside toutes les réunions, les conseils des ministres et autres. Entre-temps, il y a un premier ministre qui est chef du gouvernement, qui lui-même également était opposé au président de la République. Donc il y avait une confusion. Dieu merci, avec une très haute stratégie, on a réussi à conjurer tout ça. Nous sommes sortis de là. Mais maintenant, s'il arrive que le gouvernement est dévoilé et qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les appétits gloutons se matérialisent ou se dévoilent pour dire en tout cas on n'investit pas ce gouvernement, automatiquement, on va suivre ce que la Constitution a prévu et ça ne sera pas une marche arrière, ça sera une démarche démocratique. Le président va dissoudre et tout le monde va rentrer à la case de départ, c'est-à-dire vers le souverain primaire qui va maintenant renouveler la confiance ou pas à ses représentants. Monsieur Christopher, nous sommes à la fin de notre émission Face Politique. Un dernier mot, avez-vous un message adressé aux autorités du pays qui vous suivent et puis à la population congolaise? Oui, aux autorités du pays, je voudrais dire qu'ils ont une lourde responsabilité. C'est de nous sortir du gouffre où nous sommes jusqu'à présent. C'est de faire en sorte que le peuple congolais puisse retrouver sa grandeur. Cette nation retrouve sa grandeur. Que le peuple retrouve le sourire. Parce qu'on dort mal, on mange mal, on se déplace mal, on étudie mal et on se soigne mal pour dire qu'on ne se soigne même pas. On s'habille mal, mais M. Christopher est très bien habillé. Bon, écoutez, je ne peux pas me présenter devant mon chef. Nu quand même. Mon chef, c'est le souverain primaire, le peuple congolais. Alors je m'organise à paraître quand même bien. Okay. Bon, c'est juste ça. Ce n'est pas que j'ai des moyens exorbitants ou j'ai puisé quelque part, non. Oui. Et nous, les enfants naissent mal donc, dans nos hôpitaux et nous vieillissons mal parce que les personnes en troisième âge ne sont pas prises en charge du tout, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et il y a foisonnement des enfants de la rue, c'est-à-dire la famille est soumise à rude épreuve. Donc l'autorité parentale
est remise en cause. Parce qu'un parent qui n'assume plus ses responsabilités, c'est-à-dire celle de subvenir aux besoins de sa famille, voit son pouvoir disparaître, alors que le conditionnement mental et physique de la nation commence par là. Et il faudrait que les autorités en tiennent compte. À vous, peuple congolais, vous devez vous impliquer dans tout. Il n'y a pas de moment de répit. C'est vous le souverain primaire. Tout est fait en votre nom. Et vous devez faire rail avec. C'est-à-dire suivre l'évolution des procédures politiques. Suivre l'évolution des affaires politiques du pays. Qu'on ne vous trompe pas où vous êtes à politique. Le premier politicien, c'est vous. Je vous ai toujours dit ça. Vous ne pouvez pas être à politique, mais accorder un mandat politique à celui qui va vous représenter les institutions politiques. Vous êtes souverain primaire et de ce fait, vous êtes le premier politicien du pays. Donc vous devez suivre à la lettre la politique du pays. Et s'il y a des rapages, vous devez réagir en temps réel. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la société civile. Coordonnateur général. Coordonnateur général de la société civile Congo, mais c'est Sofia Ngoyi. Merci de nous avoir reçus chez vous. C'est moi qui vous remercie. Ça n'est fini là, mesdames et messieurs. Quant à moi, on se retrouve prochainement pour un autre numéro. Ciao.